Un jeûne, c'est vraiment la médecine universelle qui est pas chère, qui a pas de médicaments. Quand vous jeûnez, si vous vous maintenez, vous avez déjà la goutte, le diabète qui s'améliore. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé et pour à votre santé naturelle aujourd'hui, puisque mon invité est le docteur Jean-Pierre Willem. Bonjour Doc. Bonjour. Attendez, rapprochez-vous de votre micro, qu'on vous entende bien, Doc. Voilà, on va vous l'ouvrir. Redites bonjour pour que tout le monde vous entende. Bonjour. Ah voilà, vous avez la voix qui porte. Docteur Willem, vous êtes médecin et chirurgien, anthropologue. Qui c'est qui vous a dirigé vers l'anthropologie ? C'est lors d'un passage au Sénégal, il y a 40-45 ans, je rencontre un médecin-colonel, le médecin-colonel Raoult. Eh bien, il me dit, on discute évidemment, on mange ensemble, puis il me dit, ça serait intéressant de faire l'anthropologie. J'ai dit, c'est quoi l'anthropologie ? Il m'a dit, c'est l'expert de, on étudie l'homme dans la société. Tandis que la sociologie, on étudie tous les hommes. Tandis que l'homme, il m'a dit, vous allez gagner des points au niveau de la science médicale. Et c'est ce que j'ai fait. Mais le professeur Raoult a été au Sénégal avant d'être à Marseille. C'est son père. C'est son père qui était médecin-colonel. Voilà, qui était à l'hôpital Garec, ou je ne sais plus comment. Pourtant, j'ai été opéré là-bas, la Garec. Enfin, il y avait un hôpital militaire français. Au Sénégal. Vous êtes spécialiste des médecines naturelles et traditionnelles. Vous êtes fondateur de l'association humanitaire Les Médecins aux Pieds Nus. Spécialiste des huiles essentielles. Vous auriez pu être forgeron, mais très tôt, vous avez voulu être chirurgien missionnaire. Ce que vous êtes devenu, en fait. Oui. Et vous êtes le dernier chirurgien missionnaire, finalement. Oui, c'était au-delà de mes rêves. Au-delà de mes rêves, mais je sais pas, j'ai eu une bonne étoile, puis je l'ai suivi. Puis voilà, je suis parmi vous. Et j'arrive, là, il fait du soleil. Et à chaque fois que je passe ici, j'amène le soleil. C'est vrai. L'avez-vous remarqué ? Oui, c'est vrai. La couleur et le soleil. C'est pour ça que je vous invite, parce que je dis au moins, il va faire beau. Ouais. Non, mais ça, c'est la récompense du croyant, ça. Vous avez eu la chance d'être formé par les pionniers, les grands maîtres de l'aromathérapie, comme Jean Valnet. Il y a beaucoup d'auditeurs qui m'écrivent et qui me disent, mais où est-ce qu'on peut encore voir des conférences de Jean Valnet il est mort depuis 30 ans. Hein. Ouais. Oui, il aurait plus que 100 ans. Non, mais sur Google, sur YouTube. Ah oui. Non, il a fait beaucoup de livres. Hein. Il a beaucoup de livres. C'était son parcours. Moi, j'ai fait le même. Lui, donc, il était chirurgien au Nord-Vietnam pendant notre première guerre mondiale. Et moi, j'étais chirurgien dans la guerre des Américains. Ouais. Voilà. Et on a eu l'occasion de recourir aux huiles essentielles quand il n'y avait plus de médicaments. Parce que c'est les terrains de guerre qui vous ont amené à utiliser les huiles essentielles. Je rappelle que vous avez été le dernier assistant du docteur Albert Schweitzer, qui vous surnommait le Viking et qui vous a donné des cours de chimie botanique. Vous êtes auteur de nombreux livres. Alors, lesquels nous avez-vous apporté aujourd'hui, docteur Willem, vos livres ? Les livres, j'en ai apporté 2. Alors, Le secret des peuples sans cancer, aux éditions Dauphin. Et puis, comme on est vraiment dans la question du jeûne, du ramadan, voilà le livre de Les méthodes naturelles de santé et de longévité aux éditions Très Daniel. Voilà mes 2 livres. Il y a tout qui vous explique, qui vous parle justement du jeûne. On va parler du jeûne dans les différentes traditions ce matin, docteur Willem. Le jeûne à la côte aujourd'hui, que ce soit le jeûne intermittent pour perdre du poids, que ce soit les séjours où on va jeûner, qui coûtent très cher d'ailleurs. Les randonnées, oui. Ouais. Les randonnées, oui. C'est parce que c'est vraiment à la mode, mais ça a été à la mode dans d'autres pays. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, en Russie. Tous les taulards, on les envoyait en Sibérie, tous les malfrats, etc. Bon, mais vous pensez qu'ils ne gueuletonnaient pas tous les jours, on leur donnait un minimum à manger. Et on s'est rendu compte que ceux qui étaient malades guérissaient. Déjà, c'était le premier signe. Voilà, quand je commence mes livres sur le jeûne, je cite cela comme exemple. Puis après, ça s'est développé donc dans la capitale de Russie et partout, ça fait tout le tour, en Allemagne notamment, et en France. Oui, en Allemagne, les Allemands utilisent beaucoup le jeûne thérapeutique. Beaucoup, oui.
Parce que le jeûne peut être thérapeutique. Alors on va parler du jeûne à travers les différentes traditions. Les musulmans jeûnent aujourd'hui avec les catholiques, puisque le carême dure jusqu'au 28 mars. 28 mars, oui. Ouais, le carême. Alors le carême chez les catholiques, c'est 40 jours. C'est 40 jours, quarantaine, oui. Le carême, c'est 40 jours, oui. Mais il faut dire que les chrétiens n'ont pas un suivi aussi absolu que les musulmans. Mais ils pratiquent quand même, eux, c'est un jeûne qui est thérapeutique. Parce qu'il faut savoir qu'un jeûne, c'est vraiment la médecine universelle qui n'est pas chère, qui n'a pas de médicaments. Et par exemple, si je prends une des maladies les plus terribles, par exemple le cancer, il faut savoir que le cancer, d'abord, il aime bien le sucre. Or, le sucre, il ne peut pas l'employer si vous faites une réduction alimentaire. C'est-à-dire que vous mettez votre terrain en acidose. Donc, l'acidose bloque la consommation du sucre. Déjà, vous coincez déjà le cancer. Autre chose, le cancer, il se développe en absence d'oxygène. On dit en anaérobiose. Alors, il suffit de lui amener de l'oxygène. Alors, vous le coincez à plusieurs endroits. Mais d'autres maladies aussi. Par exemple, il faut savoir quand même, quand vous jeûnez, c'est quand même un gros stress, surtout le troisième jour du jeûne, il y a la peur de la mort qui survient. Et ensuite, si vous vous maintenez, eh bien, vous avez déjà la goutte, le diabète qui s'améliore. On l'observe vraiment. Mais alors, il faut boire quand même. Il faut boire de l'eau, parce que l'eau, ça purifie. Puis c'est un élément très vital qui est nécessaire pour tous les métabolismes. Et quand vous ne buvez pas d'eau, donc il y a une intoxication, etc. Mais il y a eau et eau. Il ne faut pas boire une eau minéralisée. Il faut savoir que le Rhin bloque les minéraux. Vous avez 3 règnes. Vous avez le règne minéral, vous avez le règne végétal et organique. On ne peut pas passer du minéral à l'organique. C'est pour ça qu'il y a eu un dénommé Ribot qui a mis au point une eau, il la faisait passer sur une diatomée. Et cette eau qui a presque disparu maintenant. Ça s'appelle l'eau comment ? Je ne sais plus comment ça s'appelait, l'eau de Ribot, quoi. On va regarder, on va googler. Ouais. Et vraiment, c'est une eau merveilleuse. Mais on en a d'autres comme le Mont Roucou. Il y a très peu de minéraux. Et alors, c'est bien mis, réservé aux biberons. Pour les bébés, ça veut dire quand même que pour les adultes, ça altère un petit peu les... Et vous avez les gros buveurs d'eau minéraux, eh bien, ils ont eu des problèmes de reins. Vous avez eu mon ami, comment il s'appelait, donc un acteur, qui en sont morts. Mais c'est incroyable, il faut tenir compte de cela. Mais c'est quoi le problème avec les eaux minérales ? Parce qu'effectivement, les gens, ils ne savent pas vraiment, quand ils prennent une eau, en fonction de leur goût déjà. C'est comme ça, le rein bloque, il n'arrive pas à le métaboliser. Mais moi, ça m'arrive, par exemple, quand vous avez une mycose, les candidats albicans, ils se développent en acidose, dans le terrain acide. Alors, il faut les mettre en bicarbonate. À ce moment-là, je leur conseille Ceintior. Ceintior qui est très bicarbonaté. Et c'est vraiment un bon médicament. Mais il y a tout dans la nature, c'est incroyable quand vous étudiez, quand vous prenez du recul. Moi, ça fait 60 ans que je suis dans ce recul-là. Moi, la nature, vraiment, elle me stupéfait. Il y a des découvertes, il faut avoir d'abord une position d'humilité, puis se dire, vraiment, la création, il y a des belles choses dedans. On n'est pas abandonné, mais il faut y aller. Mais il y a eu l'époque des Lumières, etc., puis après, qui interdisait les religions, et puis ensuite, qui est venu avec tout l'arsenal chimique. Et évidemment, dans les thérapies sont efficaces, c'est évident, mais quand vous les prenez trop longtemps, eh bien, elles deviennent iatrogènes. L'organisme n'est pas habitué à cela. C'est récent, tout cela. Iatrogène, docteur Iatrogène, ça veut dire qu'il crée des dégâts, qui cause des dégâts. Et par exemple, pour Alzheimer, ils avaient découvert le bon produit qu'on appelle Ariceps. Mais donc ça marchait bien. Puis maintenant, ces produits sont interdits parce qu'ils causent des dégâts. En particulier,
l'Ariceps donnait comment on appelle ça, la sclérose latérale amyotrophique, qui est terrible, qui est inguérissable. Vous voyez, il y a toujours des conséquences. Mais au départ, bon, ça passe bien, hein, comme les neuroleptiques, etc. Mais après, ça cause des dégâts. Alors on va revenir au carême. Quel est le principe du carême pour ceux qui ne connaissent pas? Donc ça dure combien de temps chez les chrétiens, carême, ça veut dire 40 jours, et sinon c'est 30 jours. Hein. Alors qui est respecté donc par les musulmans. Alors chez nous les chrétiens, bon, ça commence par... Alors chez les musulmans, c'est pas le carême, hein. Non, c'est le ramadan. C'est le ramadan, ouais. Bon, alors chez les chrétiens, donc c'est le carême. Bon, on l'observe carrément avec ce que je viens de vous dire, qui permet de faire coup double, c'est-à-dire d'un côté vous adorez Dieu, etc., et d'un autre vous vous guérissez. Mais est-ce que c'est vraiment un jeûne, le carême? En principe, c'est prévu. Hein. Vous savez, pourquoi les 3 religions monothéistes, il y a jeûne, mais il y a jeûne et jeûne. Hein. Ah voilà, d'accord. Alors, bon, les chrétiens, bon, alors il y en a qui savent que ce que je viens de vous dire au niveau du cancer, bon, vous avez donc les musulmans, le ramadan dont je vais parler, et chez les juifs, vous avez le Yom Kippour, et vous avez 6-7 autres jours, comme ça, qui sont dispersés, mais qui n'ont pas un gros effet, ça purifie très légèrement. Alors, donc, ça n'a rien à voir donc avec le ramadan. Le ramadan qui est un des grands piliers, des 5 piliers de la religion musulmane. Vous avez l'attestation de foi qu'on appelle le shahada. Vous avez donc les 5 prières par jour. Vous avez l'aumône, zakat, qui est fixé chaque année. J'ai pas bien prononcé. Non, c'est bien. Zakat, c'est bien. Alors le zakat, ouais. Alors qui est, cette année, le zakat, c'est 7 €. C'est pour ça que je vais laisser mes petites 7 € que je vais donner pour un enfant. Bon, symboliquement, quoi. Alors vous avez vous avez le pèlerinage. Alors, il y a le ramadan, donc. Le ramadan. Le 4e pilier, ouais. Bon, alors qui est vraiment un pilier important, quoi. Alors, et le dernier, c'est donc le pèlerinage. Le pèlerinage à la Mecque, quoi. Alors... donc, en fait, aujourd'hui, j'ai invité l'imam Jean-Pierre Willem. Pour l'instant, oui. Non, mais ça m'honore. Hein. Du moment que je suis dans le religieux, sans péché ni rien, moi, ça me va, moi. Hein. Ouais. Enfin, sans péché, c'est à voir. Hein. Mais plus on vieillit, moins on fait de péché. C'est vrai? Ouais, je crois que... C'est la sagesse, en fait. Oui, non, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas se rabattre sur l'orgueil. Il y a un orgueil qui est sain, mais quand vous êtes imbu de vous-même, etc., on arrive au péché. Il faut l'humilité, mais c'est dur, tout le monde dit humble. Parfois, c'est dur, mais on est heureux. C'est le sage. Dès lors qu'il y a encore Pourquoi on dit un vieux sage? Parce que, justement, il a moins de péché. Hein, il a fait tout le tour de la question. Bon, on dit un vieux singe ou un vieux sage? Sage. Ah, un sage, c'est pas un singe. Ah oui. Alors, donc c'est le ramadan, c'est le mois saint par excellence. Alors, il y a beaucoup de fêtes chez les musulmans. Alors, vous avez le Laylat al-Qadr, c'est comment on dit la nuit du destin. Alors, elle est vraiment... c'est énorme dans la religion. Pourquoi? Eh bien parce que qui survient donc dans les 10 derniers jours du Ramadan. Et vous avez l'archange Gabriel qui est apparu au prophète. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Cet ange, il lui a révélé les premiers versets du Coran. Alors donc les musulmans disent que c'est supérieur à 1000 mois où il y a l'invocation de Dieu, où il y a les prières, etc. Vous vous rendez compte? Donc c'est quand même un grand jour à respecter. Hein. Voilà, et toutes les religions monothéistes proposent de jeûner. Ouais. Voilà, donc on parle du jeûne ce matin avec mon invité, le docteur Jean-Pierre Willem. Je rappelle que vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le jeûne, une méthode naturelle de santé et de longévité » aux éditions Guy Trédaniel. On parlait des fêtes musulmanes, docteur Willem. Oui, alors donc la principale, donc c'est la nuit du destin, hein, le Laylat al-Qadr, là vraiment qui est sublime, là
j'allais dire, pour un catholique, il faut se mettre à genoux devant une telle fête. Mais il y en a d'autres qui ont moins d'importance, dont l'Aïd al-Fitr, c'est-à-dire c'est la rupture du jeûne, donc qui survient donc à la fin. Alors à ce moment-là, on se réunit. D'abord, on va toujours à la mosquée. Puis je rappelle que si vous vous allez à la mosquée tous les jours, l'imam normalement doit remplir toutes les sourates, doit évoquer donc toutes les sourates. Alors voyons donc cette dernière nuit. Alors donc ils se réunissent, ils prennent leurs plus beaux habits, il y en a même qui achètent un nouveau costard, et on va visiter d'abord les familles, les proches, etc. On fait cadeau aux enfants, le zakat, aux enfants. Donc, et puis il y a le festin. Alors c'est pas tout à fait ça. Zakat, c'est pour les pauvres. Zakat al-Fitr. Ah oui, alors donc c'est un autre cadeau qu'on fait. Donc il y a des cadeaux pour les enfants, mais Zakat al-Fitr, c'est pour les pauvres, voilà. Docteur Donc, Willem. C'est pas un nom générique. Bon, alors voilà, donc tout le monde est bien habillé, etc. Donc on va à la mosquée, et j'ai oublié de dire, pour l'autre nuit, il y en a qui passent la nuit en prière, cette fameuse nuit du destin. Alors pour cette rupture, donc la joie commence à grimper parce que c'est la fin, et là donc il y a un grand festin, donc avec beaucoup de pâtisseries, etc. Faut savoir les baklava, les cornes de gazelle, etc. Bon, alors donc il y a donc le zakat de al-Fitr, c'est l'aumône de la rupture, donc du jeûne, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, alors et après il y a une autre fête de l'Aïd. Il y a un deuxième Aïd. Ah oui, alors là je la connais pas. Le grand Aïd. Qui survient Alors c'est 2 mois et quelques après. Voilà. Ah donc c'est une ressaucée, quoi. Ouais. Alors non, c'est pas exactement ça. Non, c'est la fin du pèlerinage. Ah oui. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le Ramadan. Ah oui. D'accord. Ouais. D'accord. C'est complètement autre chose. Alors l'intérêt thérapeutique de jeûner. Parce qu'effectivement, est-ce qu'on peut dire du mois de Ramadan que c'est un vrai jeûne thérapeutique ? Non, dès lors qu'il ne boit pas dans la journée, donc c'est le métabolisme se bloque, parce que l'eau quand même véhicule donc l'ensemble du métabolisme. En plus, il purifie. Et à ce propos, je vais élargir même votre question, qui prend une certaine importance. C'est le Ramadan chez les footballeurs. Il y a toute une problématique qui se développe autour d'eux, parce que les matchs ont lieu dans l'après-midi en pleine chaleur, alors ils n'ont pas mangé, ils boivent pas d'eau. Quid qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une tolérance? La question c'est de savoir, est-ce qu'il faut ménager un temps de repos pour justement prévoir la rupture du jeûne? Parce que ça discute fort, et d'autant plus qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont dans nos équipes de foot, quoi. Donc c'était une question à propos, quoi. Voilà un petit peu pour le Ramadan. Alors qu'est-ce qu'il faudrait, on va dire, pour que le Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan tel qu'on le pratique, soit thérapeutique? Comme thérapeutique. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que... c'est se mettre en acidose. Le tout, c'est que dès lors qu'il ne mange pas, et que le festin, faudrait pas que le festin, donc quand la nuit est tombée, la quantité de nourriture soit supérieure à ce qu'il mange normalement. Il faudrait réduire un petit peu. Puis malheureusement, là, on est en plein dans le sucre. Là, les gourmandises, etc., qu'on paye par beaucoup de diabète dans le Maghreb. Ça, c'est le diabète. Et pourquoi? Parce qu'on mange trop de sucre, quoi. Voilà un petit peu Alors, je me souviens, parce que j'ai été donner beaucoup de cours donc au Maroc en question, donc dans les 3 grandes villes. J'ai déformé les gens en aromathérapie à Rabat Salé. Je suis allé à Fès, je suis allé à Marrakech, et je me souviens, il y avait une grande fête où il y avait 3 ministres, etc. Et puis quelqu'un a essayé de me taquiner en disant qu'est-ce que je pense du Ramadan, etc.
Et puis j'ai dit, écoutez, moi, je suis chrétien, moi, je vais quand même pas vous agresser, etc. Non, soyez... Eh bien, j'ai parlé de cela. Alors, j'ai été applaudi par la moitié, puis sifflé par l'autre moitié. Voilà un petit peu le... Bon, j'ai dit, veuillez m'excuser. Hein. Je suis franc. Voilà toute la problématique donc du Ramadan. Mais l'idée, au niveau... Elle est plus réservée au niveau du prophète, au niveau de Dieu. C'est plus religieux, vous voyez... Est-ce que les chrétiens aussi, puis parlons aussi de la religion juive, c'est le Yom Kippour, hein, qui est vraiment la grosse journée du jeûne. Mais il y en a 6 autres ou 7 autres, le jeûne de l'enfant, etc., des catégories. Eh bien, mais malheureusement, vous pouvez pas, il n'y a pas de santé derrière, parce que finalement, une journée, bon, si vous faites une journée sans manger, bon, ça va vous purifier, vous désintoxiquer légèrement, quoi. Mais alors, combien de jours il faut pour que ça puisse commencer à faire effet? Ben déjà, en 10-15 jours, déjà, vous avez un sacré résultat. C'est ce que font les randonnées jeunes et marches, ou je ne sais plus comment on appelle ça, qui sont remplies, hein, ça c'est évident. Hein, parce que vraiment, c'est une aubaine, le fait de... Mais enfin, ils boivent des tisanes, etc., pendant le... Oui, bah, pendant le périple, mais oui. Ils ne mangent pas, hein, en fait. Et ils ne mangent pas, quoi. Tisane, potage, en fait. Oui, voilà. Oui. Enfin, c'est surtout liquide. Hein. Comme j'ai participé à certains, il y en a quand même qui trichent. Hein. Il y en a qui ont des petits gâteaux dans les poches. Hein. Alors, je leur dis non, tu triches, mon gamin. Bon, moi, je veux revenir à cet état d'acidose. Donc, finalement, si on jeûne pendant 30 jours, l'organisme peut se mettre en état d'acidose. Il y est déjà au 3e jour, au 2e, 3e jour. Hein, ça va vite. Hein, le tout, c'est de dépasser 3. Parce qu'il y en a qui calent. Je ne sais pas, c'est un jour où on n'a pas l'habitué, c'est presque inné, on ne peut pas vivre sans eau et sans nourriture. Et alors on a peur de la mort. Et alors dès lors que vous avez basculé, à ce moment-là, tout se met en place pour mettre le métabolisme dans des bonnes conditions. Comment on sait qu'on est en état d'acidose? Est-ce qu'il y a des signes qui permettent de le montrer? Non, il n'y a pas de signes évidents. Hein. Tout ça, c'est assez discret au niveau clinique. Hein. Il n'y a pas la langue blanche ou des... bien sûr, oui. Il y a des haleines de putois, hein, évidemment. On ressort toutes les toxines, etc. C'est bon signe. C'est l'élimination donc de tous les déchets. Hein, mais il y a plusieurs variétés de jeûnes. Hein. Il y a des jeûnes d'1 jour, de 2 jours, etc. Il y a plein d'adaptations. Hein. Mais le meilleur, c'est évident, ces fameuses randonnées. Mais ce qu'il y a, c'est que on mange pas et on paye beaucoup pour ce qu'on n'a pas mangé. C'est vrai que c'est cher. Hein. C'est bizarre, non? Mais il y a des jeunes, des endroits célèbres. Hein. Il y en a un en Allemagne qui est... parce que les Allemands, surtout avec les Heilpraktiker, c'est un peu nos naturopathes, c'est vraiment un cheval de bataille, hein, le jeûne, la réduction alimentaire. Alors, c'est quoi la différence, docteur Willem, entre l'acidose et l'alcalose? Eh ben, c'est l'inverse. Il faut savoir que dans le sang, dans l'urine, vous avez un pH. Alors le pH va jusqu'à 14. Alors le pH de 0 à 7, c'est acide, et 7 à 14, c'est alcalin. Et alors vous avez ce qu'on appelle un appareil qu'on appelle le bioélectromètre de Vincent, qui vous définit tous les terrains. Donc il y a 4 grands terrains, parce qu'il y a le pH, il y a le pouvoir oxydoréduction et la résistivité. Et tout cela, on le fait au niveau du sang, au niveau de l'urine, etc. Et on voit exactement l'état de bonne santé. C'est incroyable, tout est mis, mais vous pouvez le faire aussi pour les aliments, etc. On voit s'ils sont dans des bonnes conditions. Et alors,
pour indiquer justement le contexte le plus percutant, c'est que vous pouvez sortir quelqu'un du coma. Vous faites donc l'analyse de ces 3 liquides, eh bien, vous pouvez le restaurer donc à un état de bonne santé. Et il y a eu 3-4 cas de gens qui étaient dans le coma, un petit peu comme ce coureur, le pilote, là, comment, l'Allemand Schumacher, qui est, je ne sais pas, je crois qu'il est... Il est toujours dans le coma. Il est toujours dans le coma. Et puis, vous avez eu aussi un footballeur à Lyon qui était très connu, et sa femme l'a maintenu pendant 40 ans. Et il suffisait pour le faire sortir du coma. Enfin, ça, c'est une petite anecdote. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'organisme quand il est en acidose? Qu'est-ce qui fait l'organisme? Eh bien, l'organisme, eh bien, il se met en place, c'est-à-dire que tous les aspects donc, du métabolisme, je rappelle qu'il y a 2 aspects. Il y a l'anabolisme, c'est-à-dire la construction, et catabolisme, parce qu'il faut les deux. Faut les... donc à partir de là, vous voyez évidemment l'évolution, enfin vous le voyez cliniquement. Et si on faisait malheureusement on ne fait pas ça dans ces randonnées, avec des comment on appelle ça, des papiers pour vérifier le taux d'acétone, le taux de la glycémie, etc. On verrait les changements qui s'opèrent. Mais l'organisme tape dans ses réserves. Ah, il tape dans ses réserves, oui, évidemment. De toute façon, on a un surplus incroyable. Hein. Mais là, même quand aux États-Unis, donc ça a commencé donc avec Gernez. Hein. Gernez, donc, qui lui... le professeur Gernez, oui. Non, Gernez, c'était un quotient intellectuel de 160. Bac à 14 ans, 4-18, médecin à 21 ans. Il faut expliquer aux gens qui c'était. C'est un médecin français, Gernez. Qui vivait du côté de Tourcoing. Et puis, j'ai eu le bonheur d'être son assistant. C'était moi son porte-parole, etc., pendant à peu près 40 ans, puisqu'il vient de mourir il a 5 ans. C'était un génie. Et alors, tout le monde en parlait. Alors, qu'est-ce qu'il avait découvert, Gernez? Il avait découvert exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la mise en acidose, etc. Et alors, tout le monde en parlait. Bon, c'était calfeutré. Il y avait Nixon qui s'est dit, il a des résultats en cancéro. Voilà, il était bloqué. Il y a eu celui qui a remplacé à la mort de Pompidou le président du Sénat. Poher. Tout de suite l'a appelé le jour où il était élu. Il l'a appelé à minuit parce qu'il était au courant de ses travaux. Et alors il a minuit. Alors le docteur Gernez s'est dit, c'est un farceur. Qu'est-ce que tu viens m'embêter, etc. Non, je suis le président, etc. Et alors finalement, on a fait une expérimentation. Au CNRS, parce que ça traînait l'histoire. Et alors on lui a donné comme cancer à guérir le cancer du foie sur évidemment les rats. Donc on lui a fait acheter les rats et on a expérimenté ça, le patron étant le professeur Truot, et puis un couple de pharmaciens a expérimenté tout cela. Donc on a provoqué un cancer du foie et sur 3 protocoles différents. Et le dernier qui était le plus chargé, finalement, il a guéri 97% de cancer du foie chez le rat. Ils se sont réunis, rue Spontini, là où il y avait la patronne de la médecine du monde. Et alors il y avait les 3 grands cancérologues. Ça devait être Mattei Cohen et puis Gelé ou je ne sais plus qui. Il y avait le représentant de Poniatowski qui était le ministre de la Santé. Il dit voilà les résultats. Alors tout le monde a dit mais alors on va l'appliquer. Et Charbonneau, le patron de l'AP, il dit on ne peut pas l'appliquer. Si vous l'appliquez, vous allez prolonger la vie des Français de 7 ans. On ne pourra pas payer les retraites et il n'y aura pas assez de maisons type EHPAD. Donc c'est bloqué jusqu'à maintenant. Et comme moi, alors il est mort, etc. Comme moi, j'étais le porte-parole, j'étais un peu, vous voyez, le bouc émissaire de tout cela, quoi. Voilà où on en est. Ouais, les coulisses, c'est une des versions qui existent. Pour cette mise au banc du professeur Gernez, parce que c'est une des versions qui existent, mais c'est il devrait avoir le prix Nobel, mais il a eu un autre prix allemand qui était aussi fabuleux. Non, il était reconnu comme tel, quoi.
Et tout le secret, là, il est là-dedans, dans ce livre où je traite 55 cancers. Les bienfaits du jeûne avec le docteur Jean-Pierre Willem, qui est notre invité. Je rappelle, Doc, que vous publiez Le jeûne, une méthode naturelle de santé et de longévité aux éditions Guy Trédaniel. Non, c'est Dauphin. Ah bon. Pour le jeûne, c'est Dauphin. D'accord. Ah bon. Dauphin ? Ouais, c'est ça. Non, Dauphin. Montrez-moi. Ah non, j'ai plus de... Non, regardez, montrez-moi. Guy Trédaniel. Bon, mais Dauphin quand même, si vous voulez. C'est celui-là. Non, c'est Guy Trédaniel, le jeune. Oui. Ouais. J'ai préparé mes fiches. Hein. Je vous expliquerai. Je connais mon Jean-Pierre Willem. Bon, on parle du jeûne, de l'acidocitose, de ce que Henri Gernez avait lui... André, pardon, avait démontré sur cette acidocitose et les cellules cancéreuses. Aujourd'hui, donc, vous dites qu'à partir du 3e jour, normalement, l'organisme est en acidocitose et le reste jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Oui, voilà. Exact. Et quels sont les bienfaits alors pour l'organisme ? Qu'est-ce que ça fait ? Les bienfaits, dès lors que vous restituez un bon métabolisme, tout se rééquilibre. Et alors là, le cycle de Krebs, enfin tous les phénomènes métaboliques se remettent en place. Et à partir de là, on va vers la santé, la santé idéale, puisque vous avez donc cet appareil dont je parlais, le bioélectromètre, qui est très connu en Allemagne. En France, comme c'est un peu compliqué, on a abandonné, mais vous aviez la santé idéale. Mais ça permet de mesurer quoi, le bioélectromètre ? Il vous permettait donc, par les trois, le pH, le pouvoir oxydoréduction et la résistivité, de mettre le terrain le maximum de la bonne santé. Et ça apparaissait tout de suite, et puis vous rectifiez évidemment si au niveau urinaire, au niveau sanguin, eh bien vous le rétablissez. Quelles sont les contre-indications aux jeunes, Dr Willem ? Oui, alors il ne faut quand même pas s'embarquer. Évidemment, si vous avez un cancer et puis que vous êtes déjà en dénutrition, etc., c'est contre-indiqué. Les pathologies cardiovasculaires très évoluées, vous avez toute une série qui sont mises dans mon livre. C'est évident que c'est pas offert à tout le monde, mais il y en a qui s'obstinent, surtout il y en a qui sont presque en phase terminale du cancer. Non, c'est déconseillé, là, vous l'achevez là, complètement. Là, vous vous affaiblissez en fait. Oui. Ouais. Alors, quelles sont les huiles essentielles qui peuvent accompagner les jeûneurs pendant le mois de Ramadan ? Alors, notamment pour tout ce qui peut concerner les problèmes de digestion. Oui. Vous avez surtout les huiles essentielles à condiments, comme par exemple le fenouil, l'anis. Tout cela, c'est bon dans la digestion. Vous avez plein de petites tisanes dans les grands magasins. Vous prenez ça en tisane le soir, ce que je fais là, au niveau digestif, etc., quoi. Et puis alors, si jamais vous avez un coup de mou, c'est-à-dire que c'est évident, il y a un passage, là je vous conseille, il y a 2 huiles essentielles qui sont vraiment plus qu'essentielles. Vous allez proche du Canada, et l'encens, ou au Liban, l'encens que l'on retrouve dans toutes les religions du reste, eh bien ça vous permet de passer de la tristesse à la joie. Vraiment, on est transformé, carrément. Il suffit d'en mettre 2 gouttes sur le poignet ou sur le plexus, et vraiment je vous le recommande, mais malheureusement je l'ai recommandé un peu à tout le monde, ce qui fait qu'on n'en trouve plus. Dès que j'annonce, comme pour la maladie d'Alzheimer, j'ai parlé du romarin à cinéole pour retrouver la mémoire. Et c'est pour ça que je demande à tous ceux qui nous écoutent et qui l'appliquent de m'envoyer leurs résultats, pour que j'ai quand même des preuves comme quoi on peut en 3 semaines récupérer donc la mémoire. On est dans un autre contexte. Donc ça, c'est pour ceux qui sont qui ont un petit coup de mou. Alors, ce qui se passe pendant le mois du Ramadan, c'est que beaucoup sont sujets à des migraines, à des céphalées de stress. Le fait de ne pas boire toute la journée, ça donne mal à la tête. Oui. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller en termes d'huile essentielle, docteur Willem ? Moi, je vous donnerai d'abord en homéopathie Nux vomica. Nux vomica 5 CH. Vous prenez 3 granules avant le repas et vraiment vous digérez bien. C'est l'essentiel. Sinon, vous avez par exemple le gingembre. Vous avez donc des bons produits qui sont eupeptiques, c'est-à-dire qui vous permettent de bien digérer. Vous avez donc
j'allais dire l'huile essentielle de pissenlit, ça n'existe pas. Vous avez comme ça des bons produits. D'où ça vous vient, l'huile essentielle de pissenlit? Déjà, il faut en trouver des pissenlits aujourd'hui. Il y en a, c'est le moment. Ouais. C'est la saison? C'est le moment. Alors là, mais les pauvres, ils veulent pas montrer qu'ils sont pauvres, mais moi, je vais cueillir au mois de mars. Ça commence à sortir, il faut prendre du pissenlit. Et alors, pour montrer l'efficacité du pissenlit, vos selles sont noires, c'est-à-dire que la bile a été évacuée, etc. C'est bon pour le foie, le pissenlit. C'est bon pour le foie. Ouais. Et puis, n'oubliez pas, en avril, c'est le tilleul qui est gratuit. Tout ça, c'est gratuit, c'est la nature qui vous le donne. Il y a tout. Et en même temps, actuellement, c'est le bouleau. Alors, il faut aller, le jus de bouleau, enfin, la sève de bouleau, c'est magnifique. Alors, vous allez vous repérer où il y a des bouleaux, et vous percez l'arbre, vous avez votre grand flacon, là, vous le remplissez en moins de... Vraiment, vous l'utilisez comment? Eh bien, on le boit. On boit une bouteille chaque jour pendant 7 jours. Ça vous désintoxique et ça vous reminéralise. C'est excellent, le bouleau. Et c'est gratuit, mais enfin, il faut aller voir, repérer. Il faut trouver le boulot. Il faut trouver les boulots, oui, c'est évident. Alors, pendant le mois de Ramadan également, Dr Willem, on en parlait hors antenne, mais il y a beaucoup de problèmes de sommeil, avec justement des gens qui ont un cycle du sommeil qui est déréglé. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ceux qui ont un sentiment de fatigue et de décalage horaire permanent? Pour le décalage horaire, c'est la mélatonine. Vous prenez la mélatonine, tous les labos vendent de la mélatonine, vous mettez une giclée de 5 gouttes sous la langue, c'est parti, vous avez un bon sommeil, ça c'est évident. Puis si vous vous réveillez, vous redonnez 3-4 gouttes et puis c'est reparti, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Puis en plus, c'est comme une sorte d'horloge, ça restaure l'horloge, surtout les décalages. Ce qu'on appelle le jet lag, je crois, le décalage horaire. Non, jet lag. Jet lag? Ouais, jet lag, ouais. Les décalages en avion des méridiens, il faut prendre ça, et ça vous réharmonise dans le temps. D'accord, mais ça permet de lutter efficacement contre la fatigue? Contre le tout, c'est le sommeil qui vous récupère la mémoire. Et bien en plus, le sommeil, c'est quelque chose, là aussi, c'est vous renouvelez vos synapses pendant le sommeil. Vous réparez tout cela, et vous remettez de l'ordre. Et il est classique de dire, par exemple, quand l'étudiant qui travaille et qui a des problèmes, juste avant de dormir, il lit son texte, ce que j'ai pas fait parce que et le lendemain c'est parfait, ça sort, votre cerveau est éclairci, et vous devenez beaucoup plus clairvoyant. Mais ça c'est pour ceux qui peuvent dormir, parce que dormir. C'est pas toujours un mois où on peut dormir, et puis c'est pas fait pour dormir non plus. Si vous regardez la télé, si vous... il y a des gens qui vont... Et il faut dormir déjà dans la pénombre. Il faut déjà vous mettre dans la pénombre, etc. Et de fait, la mélatonine, il faut que vous soyez dans la pénombre pour vous mettre les 5 gouttes, quoi. Et moi j'en prends, il m'arrive d'en prendre parce que des fois je suis surchargé, j'ai des tracas comme tout le monde, etc. Je sais que ça va mal se passer, parce que si je m'endors, si je me mets à dormir tous les jours à 11h30, puis que j'arrive pas à bâiller, je me dis ça y est, il y a quelqu'un qui m'a embêté, et à ce moment-là, je mets une giclée, c'est parti. Et ça fonctionne? Ça fonctionne, évidemment. Il faut étudier son corps, moi, je commence à me connaître quand même. Il y a des versions plus ou moins naturelles de la mélatonine que vous conseillez? Il y a plein, le passiflore, tout Scolzia, le griffonia, tout ça, c'est bon. C'est des calmants, quoi. Bon, on arrive à la fin de cette émission. Vous m'avez demandé de vous prévenir, docteur Willem. Oui. Quand même que je salue donc tous mes gens. Alors, Ramadan Mabrouk. Et n'oubliez pas le fatra. Et maintenant, puisqu'il est l'heure de manger, je vais aller prendre ma shorba. Et je vais à 12h55, vous prenez la shorba, vous? Non, moi je casse tous les systèmes, parce que ça me plaît, moi, cette soupe-là. Et puis un petit baklava ou une corne de gazelle, quoi. Ouais. De toute façon, vous ne faites pas le ramadan, donc vous pouvez, oui, je pourrais, mais enfin, je prie aussi, je médite, mais enfin, j'ai pas le temps de faire le ramadan. Je suis un petit peu comme les footballeurs, j'ai du boulot et tout, il faut que mon métabolisme tourne. C'est une excuse, ça, docteur. Alors, n'oubliez pas, Ramadan Mabrouk,
Et pour certains, parce que tous les musulmans ne connaissent pas le mot fatra, eh bien, débrouillez-vous, cherchez, je ne sais pas où, trouvez le mot fatra. Jean-Pierre Willem sur Beurre FM, une exclusivité Beurre FM. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci Doc. Au revoir.